Bonjour et bienvenue sur le coin Stat, le coin où on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui, c'est le jour 85 de notre challenge 100 jours de machine learning et nous allons voir ensemble qu'est-ce que DBScan, qui est une méthode de clustering qui est très utilisée en machine learning. On va voir ensemble qu'est-ce que DBScan, comment mettre en place DBScan sous Python, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Donc pour ça, nous allons travailler avec la même base de données que Camins ou encore CAH comme dans les vidéos précédentes. On va travailler sur la base de données live, voir toutes les informations qui ont été collectées auprès des vendeurs sur Facebook en Thaïlande et comprendre des variables comme le nombre de réactions, le nombre de commentaires, le nombre de partages, le nombre de cœurs. Avant de mettre en place DBScan, on doit toujours avoir cette logique de fonctionner en 4 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la description de la base de données, c'est-à-dire on comprend les données aberrantes, les données manquantes, on les corrige. On décrit les différentes publications de la base de données. C'est pour ça qu'ici, vous allez voir, on a mis en place les bar plots, on calcule les moyennes, les médianes des cas types. Une fois qu'on a décrit la base de données, on peut passer à l'analyse bivariée. Toujours comme ça, on analyse le lien entre les différentes variables. Et lorsqu'on a bien compris le lien qui peut exister entre les variables, on peut mettre en place une analyse multivariée. L'ACP en l'occurrence, si on a plusieurs variables, c'est ce qu'on a fait. Juste ici, on a mis en place l'ACP. Et sur l'ACP, on voit ici que sur le premier axe factoriel, les variables nombre de likes et nombre de commentaires sont très bien représentées. Donc, toutes les publications qui ont beaucoup de likes ont également énormément de réactions. Et pareil ici, sur cet axe, les publications qui ont beaucoup de commentaires sont partagées et ont des cœurs. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Ensuite, on a mis en place les Camins en sélectionnant le nombre de clusters avec la règle du coude. On a mis en place également l'approche de silhouette. Plus c'est élevé, mieux c'est. Une fois que ça a été réalisé, on a interprété les 4 groupes de Camins avec la moyenne des différentes variables. On a fait la même chose pour la CAH. On a vu le principe de base CAH, 8 étapes. On mesure la similarité et la dissimilarité entre les différentes données. On calcule la matrice de distance. On met en place de dendrogrammes. On sélectionne avec le principe de saut maximum pour trouver le nombre de clusters optimal. Ensuite, on interprète les clusters. Maintenant, pour DBScan, la philosophie est un peu différente. Si on compare DBScan et Camins, dans Camins et dans CAH, il fallait absolument avoir un certain nombre de clusters. Et cette problématique, en fait, de DBScan est un peu détournée. C'est quoi DBScan? En fait, DBScan, comme je l'ai mentionné juste ici, signifie Density Based Partial Clustering for Applications with Noise. Donc, c'est ça DBScan. C'est un algorithme de clustering qui est basé sur la densité, comme son nom l'indique, qui peut identifier des clusters de forme variée dans un ensemble de données. Et ce qui est intéressant avec l'algorithme de DBScan, contrairement aux deux premières approches, c'est que DBScan sera capable d'exclure le bruit dans la classification. Comment ça fonctionne concrètement? En fait, dans DBScan, il y a 2 indicateurs qui sont très importants, contrairement au nombre de clusters comme dans Camins ou encore dans CAH. Les 2 indicateurs les plus importants dans DBScan, c'est premièrement ce qu'on appelle epsilon, qui est juste ici, qui mesure en fait la distance maximale entre 2 points pour qu'ils soient considérés comme dans le même voisinage. Donc, epsilon va vous donner à peu près la grandeur qui va donner la distance maximale qu'on doit prendre en compte pour considérer que 2 observations sont dans le même voisinage. Donc, au-delà de epsilon, on n'est pas dans le même voisinage. Et deuxième indicateur important dans DBScan, c'est le minimum points, min points en Python. C'est le nombre minimum de points nécessaires pour former un cluster dense. Donc, on se base sur la densité. Donc, pour pouvoir former des clusters, il faut un nombre minimum d'observations pour qu'on forme ce cluster dense. Pour mettre en place DBScan, retenez bien les 2 indicateurs essentiels. Premièrement, on a epsilon qui est la distance maximale entre 2 points pour qu'ils soient considérés dans le même voisinage. Parce que lorsque 2 points sont dans le même voisinage, on considère souvent qu'ils sont dans le même cluster. Deuxième information essentielle, min points, en général, c'est le nombre minimum de points nécessaires pour former un cluster dense. Parce que pour parler de densité, il faut qu'on ait assez d'observations. Et l'avantage de DBScan, c'est que on retire en général le bruit, tout simplement. La procédure, c'est quoi? On a une procédure en 4 étapes. Première étape, pour chaque point de l'ensemble de données, DBScan va former une région de voisinage de rayon epsilon autour du point. Donc, pour chaque point de la base de données, DBScan va former une région de voisinage de rayon epsilon autour de ce point. Une fois qu'on a formé cette région, la deuxième étape, ce sera de considérer que si un point a au moins le minimum point dans son voisinage, alors ce point est considéré comme un point central. Donc, à chaque fois qu'on a au moins 1000 points dans son voisinage, on est considéré comme étant un point central. Une fois qu'on a déterminé les points centraux, la troisième étape dans DBScan sera de dire
tous les points qui sont à moins de epsilon du point central sont considérés comme étant dans le même cluster. Donc, troisième étape, les points qui sont à au moins epsilon du point central sont considérés comme faisant partie du même cluster. Et enfin, quatrième étape, les points qui ne sont pas dans le voisinage de epsilon d'un point central sont considérés comme des bruits, noise points. Donc, pour résumer, DBScan, c'est 4 étapes essentielles. Première étape, pour chaque point dans l'ensemble de données, DBScan forme une région de voisinage de rayon epsilon autour du point. Deuxième étape, si un point a au moins 1000 points dans sa région de voisinage, alors ce point est considéré comme étant un point central. Donc, c'est l'identification des points synchro. Une fois que c'est fait, troisième étape, les points qui sont à moins de epsilon du point central sont considérés comme faisant partie du même cluster. Les points, par contre, qui ne sont pas dans le voisinage de epsilon d'un point central sont considérés comme étant du bruit. C'est ça la force de DBScan justement, c'est qu'on est capable d'isoler le bruit. En termes d'avantages, on peut découvrir des clusters de forme arbitraire. Pas besoin de spécifier un nombre de clusters, comme je l'ai dit. Il faut spécifier epsilon et le minimum points. Troisième point, robuste aux outliers parce qu'on est capable d'isoler le bruit dans la base de données. Bien sûr, il y a des limites. C'est sensible aux paramètres min points et epsilon. C'est pour ça qu'il faut bien les régler. Et en général, il faut faire plusieurs tests pour choisir le min points optimal et le epsilon optimal. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que concrètement on met en place DBScan sur Python avec Escalon ici. On commence toujours par importer le package. Vous avez Escalon dans le cluster, vous avez DBScan. Pour instancier en fait l'algorithme DBScan, vous avez ici DBScan, epsilon, c'est-à-dire la distance maximale là, j'ai mis 0,5, min sample, j'ai mis 50. Pour pouvoir choisir la valeur optimale, n'hésitez pas à faire plusieurs cas et choisir ce qui va maximiser votre score de silhouette. C'est l'approche que moi j'ai choisie ici. Donc lorsque je mets 50, je fais DBScan.fit, je mets la base de données qui est la base de données qui a été normalisée, appliquée standard scaler parce qu'en général, les méthodes de clustering sont sensibles à l'échelle. Une fois que c'est fait, je récupère l'étiquette de mes clusters et je l'ajoute à ma base de données ici que j'exécute. Vous allez voir, j'ai déjà exécuté en fait, mais j'exécute encore quand même une fois de plus. Vous allez voir qu'à la fin ici, on aura une autre variable. Cluster label, c'était pour les camines et cluster ici, c'est pour DBScan. Une fois que c'est fait, on peut toujours caractériser ces clusters. Lorsqu'on met en place un clustering, prenez la peine de toujours caractériser les clusters. Ici, avec un nombre de points à 50, on a 3 groupes. Le premier groupe, vous allez vous rendre compte qu'en général, dans le premier groupe, c'est le groupe des publications, ce qu'on va beaucoup commenter. Et le groupe 1 ici, c'est le groupe sur lequel on aura énormément de réactions et beaucoup de likes. On va également afficher cela sur le plan graphique, vous allez voir. Globalement, c'est ça, c'est à peu près ce que je disais. C'est que dans le groupe numéro 1, là, on a beaucoup de likes. Dans le groupe numéro -1, là, on va dire 1, on a énormément de partages et de cœurs. Et si on analyse, vous allez vous rendre compte que le groupe -1, c'est le groupe où on a principalement les vidéos et les photos comme ce qu'on avait la dernière fois. Et en termes de score de silhouette, on est autour de 0,62. Comme j'ai dit, on fonctionne par itération. Donc, vous pouvez tester d'autres valeurs de min points et de epsilon pour voir si ça vous adapte. Par exemple, si je mets ici, par exemple, 100, par contre, je veux qu'il y ait minimum 100 éléments autour de mon cluster pour considérer que ce soit dense. J'exécute ceci, on va voir l'impact en termes de groupe. Finalement, on a uniquement 2 groupes. Un premier groupe où il y a beaucoup de réactions, de commentaires et autres. Et un autre groupe, donc j'exécute. On va voir ça ici. Voilà, c'est le premier groupe. On a beaucoup de cœurs, on a beaucoup de réactions et on a également beaucoup de partages. Et en termes de type de publication, vous allez vous rendre compte que ici, on a des vidéos. Ici, je regarde en fait le score de silhouette. Vous pouvez faire comme ça, faire plusieurs valeurs. On a autour de 0,61. N'hésitez pas à tester plusieurs valeurs pour choisir l'approche qui est la plus pertinente. Si par exemple, je mets ici la valeur par défaut qu'on a tendance à mettre, par exemple ici, je mets par exemple 5, vous allez vous rendre compte que c'est sensible à cette valeur-là. J'exécute, on va voir le nombre de groupes que ça m'a donné. En termes de caractéristiques là, on a autour de, j'exécute ici, ouais, vous voyez, on est autour de plus de 13 clusters, c'est énorme. Donc, c'est ça l'une des limites de DBScan, c'est que ça repose énormément sur les valeurs de départ que vous mettez. C'est pour ça qu'il faut tester plusieurs valeurs pour choisir la valeur optimale. Donc voilà globalement ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on met en place DBScan en Python? Vous commencez déjà à voir la logique. À chaque fois, on importe un package, on applique la méthode. Mais le raisonnement central se fait en amont. Il faut comprendre les 4 étapes clés que j'ai mis ici pour DBScan.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la suite de ce challenge. Parce qu'on n'a pas encore fait, par exemple, des séries temporelles. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi en commentaire quelle notion de série temporelle vous aimeriez que j'aborde en profondeur. Voilà, likez, commentez, partagez. Vous pouvez également vous mettre à jour sur l'ensemble des 85 vidéos qui ont déjà été réalisées sur cette chaîne. Ça s'affiche à l'écran comme d'habitude. Attendant la suite de ce challenge, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye.